Le temps s'est plié sans bruit, comme s'il respectait quelque chose de trop ancien pour être interrompu. Quand mes pattes ont touché le sol de briques alignées avec précision, j'ai ressenti une étrange absence. Non pas un abandon récent, un silence ancien, mûri par le temps. J'étais dans la vallée de l'Indus, des milliers d'années avant tout empire classique, devant une ville qui respirait encore l'ordre, mais ne respirait plus les gens. Devant moi, de larges rues se croisaient à angles parfaits. Rien là ne semblait improvisé. Chaque mur, chaque canal, chaque marche révélait une planification minutieuse. Mohenjo-Daro n'a pas grandi par hasard. Elle a été conçue, organisée, construite par un esprit collectif qui comprenait l'espace, le flux et la permanence. Et pourtant, quelque chose de fondamental avait disparu. La présence humaine qui donne sens à la ville. L'air était sec, chargé de fines poussières. Il n'y avait pas de ruines chaotiques, pas de signes évidents de destruction violente. Les maisons se tenaient debout, portes ouvertes, objets laissés derrière. La sensation n'était pas d'un effondrement soudain, mais d'un repli graduel. Comme si, à un moment donné, quelqu'un avait simplement décidé de partir. En silence, sans avertissement. J'ai marché dans des cours intérieures, observé des puits soigneusement excavés, des escaliers menant à des étages maintenant vides. Tout indiquait une vie urbaine avancée, fonctionnelle, stable. Cette civilisation connaissait le confort, l'hygiène et l'organisation, bien avant beaucoup d'autres qui seraient encore célébrés par l'histoire. Et pourtant, personne ne chantait ses noms. Aucun temple monumental ne s'élevait au-dessus des maisons. Aucun palais ne dominait l'horizon. Il n'y avait pas de statue de roi, pas d'inscription exaltant les conquêtes. Cette absence m'a frappé. C'était une société qui ne semblait pas intéressée à immortaliser les gouvernants, mais à soutenir le collectif. Et peut-être cela explique-t-il pourquoi sa fin n'a pas été marquée par la gloire ou une tragédie spectaculaire. Là, devant des rues silencieuses et des maisons vides, j'ai compris que j'étais sur le point de témoigner de quelque chose de rare dans l'histoire humaine. Non pas la chute violente d'une civilisation, mais son vidage. Une disparition qui n'a laissé aucun héros, aucun vilain, aucune bataille finale. Seulement des questions. La vallée de l'Indus a abrité l'une des plus grandes civilisations du monde ancien, prospérant vers 2600 ans avant le Christ. Mohenjo-Daro, Harappa et autres villes formaient un vaste réseau urbain, connecté par le commerce, la standardisation et des connaissances techniques impressionnantes. Rien là ne semblait primitif, bien au contraire. C'était un système sophistiqué, silencieusement efficace. Les maisons suivaient des modèles similaires. Les briques avaient des dimensions standardisées, une uniformité qui révèle le contrôle de la qualité. Les systèmes de drainage évacuaient l'eau usée hors des villes avec une efficacité surprenante. Les salles de bain domestiques existaient dans beaucoup de résidences. Cette société comprenait l'hygiène, l'infrastructure et la planification urbaine à un niveau qui ne serait redécouvert pendant des millénaires ailleurs. Je n'ai pas trouvé de murs défensifs imposants ni d'arsenaux d'armes. Cela suggérait une société qui ne vivait pas sous la menace constante de la guerre. À la place, j'ai trouvé des entrepôts, des sceaux commerciaux, des poids standardisés. Le pouvoir semblait résider dans l'organisation économique et la coopération, non dans la force militaire. Le commerce s'étendait sur de longues distances. Les artefacts de la vallée de l'Indus ont atteint la Mésopotamie. Des matériaux étrangers arrivaient ici. C'était un monde connecté, bien avant que le concept n'existe. Un réseau silencieux d'échanges, soutenu par la confiance, le standard et la continuité. Rien de tel n'émerge sans une stabilité prolongée. Et pourtant, il n'y avait pas de registre clair de rois, aucune narrative glorifiant les dynasties, aucun monument proclamant la domination absolue. Cela ne signifie pas l'absence de leadership, mais suggère une forme d'organisation moins centralisée. Une civilisation qui fonctionnait sans avoir besoin de crier, qui commandait. Peut-être cette absence de voix dominante explique-t-elle pourquoi, quand la fin s'approcha, il n'y eut pas de proclamation dramatique,
de guerres de résistance ou de registres d'effondrement. Quand personne n'écrit sa propre gloire, il n'écriva pas non plus sa propre chute. Ce qui m'intriguait le plus n'était pas ce qui était là, mais ce qui n'y était pas. Il n'y avait pas de cimetière massif indiquant des épidémies dévastatrices. Pas de couches de cendres suggérant des incendies généralisés. Pas de signes clairs d'invasion étrangère à grande échelle. La ville n'avait pas été détruite, simplement vidée. Historiens et archéologues ont cherché désespérément une explication simple. Nous cherchons toujours des fins claires. Guerre, conquête, catastrophe soudaine. Mais la vallée de l'Indus refuse d'offrir ce confort narratif. Elle n'est pas tombée dramatiquement. Elle s'est lentement dissoute. Je n'ai pas trouvé d'inscription longue expliquant les décisions politiques. L'écriture de la vallée de l'Indus reste indéchiffrée à ce jour. De petits sceaux, des symboles répétés, de courts messages qui ne révèlent aucun mythe fondateur, aucun registre historique clair. La voix de cette civilisation s'est perdue avant que nous puissions la comprendre. Sans texte, seuls les vestiges matériels demeurent. Et les vestiges racontent une histoire étrange. Continuité sans effondrement abrupt, changement sans violence visible. Les villes ont été progressivement abandonnées. La population semble avoir migré, s'être dispersée, adaptée à quelque chose qui n'a laissé aucune marque spectaculaire. Cela nous trouble parce que cela défie la façon dont nous racontons l'histoire. Nous préférons les narratives de choc. Mais ici, le silence domine. Un silence qui ne crie pas la défaite, mais suggère le choix, la nécessité ou l'adaptation. Quelque chose a changé dans le monde autour de ces villes. Et elles ont répondu par le mouvement, non par l'épée. Je marchais dans ces rues en comprenant que toute fin n'a pas besoin d'être bruyante. Certaines civilisations ne meurent pas. Elles changent simplement de forme, se dispersent et ne laissent que des questions derrière elles. Le fleuve Indus était l'épine dorsale de cette civilisation. Mais les fleuves ne sont pas constants. Ils changent de cours, s'assèchent, débordent. Pour les chercheurs contemporains, les preuves suggèrent que les changements climatiques graduels ont modifié le comportement des fleuves qui soutenaient ces villes. Où il y avait de l'eau prévisible, vint l'incertitude. Certains cours d'eau se sont lentement asséchés. D'autres sont devenus trop instables pour soutenir une agriculture continue. Les moussons qui alimentaient ces fleuves ont commencé à échouer plus fréquemment. Pour une civilisation profondément organisée autour de la planification et de la prévisibilité, ce changement silencieux aurait été dévastateur. Sans eau fiable, les fondations de la vie urbaine commencent à s'effondrer. Les récoltes échouent. Le commerce s'affaiblit. Les grandes villes deviennent insoutenables. Il n'est pas nécessaire de faire la guerre pour détruire un centre urbain. Il suffit de lui enlever sa raison pratique d'exister. Graduellement, les populations auraient migré vers des régions plus fertiles, plus stables. Non pas comme des réfugiés paniqués, mais comme des gens prenant des décisions rationnelles face à un environnement qui n'offrait plus la sécurité. La ville n'a pas été prise. Elle a été laissée derrière. Cette transition a probablement pris des siècles, assez de temps pour que personne ne réalise qu'il vivait la fin d'une ère. Quand tout se passe lentement, nous reconnaissons rarement le moment historique dans lequel nous sommes. La vallée de l'Indus n'a pas été vaincue par des ennemis. Elle a été remodelée par l'eau, le climat et le temps. Et face à cela, sa population a choisi de s'adapter, non de lutter contre des forces plus grandes que n'importe quel mur. Il n'y a pas de nom gravé dans la pierre ici. Aucun roi mémorisé. Aucun conquérant célébré. Cela rend cette civilisation étrangement invisible pour l'histoire traditionnelle, qui tourne généralement autour d'individus extraordinaires. La vallée de l'Indus était extraordinaire précisément parce qu'elle n'en dépendait pas. Cette absence de protagonisme individuel rend sa disparition encore plus silencieuse. Il n'y a pas eu de leader tombé, pas de capitale saccagée. Juste des familles quittant leur maison, des communautés se réorganisant, des villes perdant peu à peu leurs fonctions. L'absence de monuments glorifiant les leaders ne signifie pas l'absence de structure politique. Cela signifie simplement que cette structure ne cherchait pas l'éternité par la propagande. C'était quelque chose de plus éphémère, plus pratique, plus invisible.
Je contemplais ce monde en comprenant que toute grandeur ne cherche pas à être mémorisée. Certaines fonctionnent simplement, soutiennent les vies et avancent sans exiger la reconnaissance éternelle. Et quand elles disparaissent, elles le font sans demander le deuil. Cette idée est inconfortable. Nous aimons croire que tout ce qui est grand laisse des traces profondes. Mais la vallée de l'Indus prouve le contraire. Une civilisation peut être avancée, stable et influente, et disparaître néanmoins sans presque aucune trace narrative. Là, parmi les maisons vides et les rues silencieuses, j'ai réalisé que l'histoire ne préserve pas toujours ce qui était le mieux. Elle préserve seulement ce qui a crié le plus fort. La disparition de la vallée de l'Indus n'a généré aucun mythe épique ni tragédie chantée. Elle a généré du silence. Un silence qui a traversé les millénaires et m'est parvenu intact, défiant les interprétations simples. Peut-être cette civilisation avait-elle compris quelque chose que beaucoup d'autres n'ont jamais compris. Quand le monde change, insister sur l'ancienne forme peut être plus destructeur qu'abandonner les structures qui ne servent plus. Je n'ai pas trouvé de signes de résistance désespérés. J'ai trouvé des signes d'adaptation graduelle. Des gens choisissant de survivre différemment, ailleurs, sans avoir besoin de défendre les ruines vides d'un passé qui ne reviendrait pas. Ce genre de décision est rarement célébré. Il ne crée pas de monuments. Il ne génère pas de date commémorative. Mais cela garantit la continuité de la vie, même si la forme originale de la civilisation est perdue. La vallée de l'Indus n'a peut-être pas laissé de roi célèbre, mais elle a laissé une leçon profonde. Parfois, la plus grande intelligence collective est de savoir quand partir. Et peut-être que c'est pour cela que sa fin n'a pas été violente, parce qu'il n'y a pas eu de lutte contre l'inévitable. Juste une acceptation silencieuse que le monde avait changé. Beaucoup de ce que nous savons sur cette civilisation est encore fragmentaire, des pièces déconnectées d'un puzzle qui ne sera peut-être jamais entièrement assemblé. L'écriture reste muette. Les raisons exactes des migrations continuent d'être débattues entre les chercheurs. Mais cette incomplétude fait aussi partie de son héritage. Toute histoire n'a pas besoin d'être entièrement comprise pour être significative. Parfois, le mystère préserve mieux l'importance que les explications forcées. Tandis que d'autres civilisations ont combattu pour être mémorisées, la vallée de l'Indus semble avoir avancé sans cette préoccupation. Et ironiquement, c'est exactement cela qui la rend si fascinante maintenant. J'observais sachant que pour beaucoup, cet épisode sera frustrant. Il n'y a pas de vilain clair, pas de climax explosif, juste une longue transition silencieuse. Mais peut-être est-ce précisément ce genre d'histoire qui se rapproche le plus de la réalité humaine. Toutes les fins ne sont pas dramatiques. Certaines arrivent simplement, lentement, tandis que nous continuons à vivre. Le silence de la vallée de l'Indus n'est pas vide. Il est dense de sens. Il parle d'adaptation, d'impermanence et de la fragilité même des sociétés les mieux organisées. J'ai marché une dernière fois dans ces rues alignées. Le soleil bas projetait de longues ombres, comme si le temps voulait souligner chaque détail avant d'effacer la scène. Les villes de la vallée de l'Indus n'ont pas été oubliées parce qu'elles ont échoué. Elles ont été oubliées parce qu'elles n'ont pas laissé de narrative de pouvoir à être répétée. Aucun texte célébratif. Aucun monument réclamant la supériorité. Pourtant, leur influence persiste silencieusement dans l'idée de villes planifiées, d'infrastructures fonctionnelles, de vie collective organisée. Des concepts qui façonneraient la pensée urbaine future. Ils ne cherchaient pas à dominer le monde, juste à l'habiter de façon stable, efficace, juste. Et peut-être que c'est plus difficile à accomplir que de conquérir des territoires. J'ai quitté ce lieu avec la sensation étrange d'avoir témoigné non d'une chute, mais d'un choix collectif face au changement inévitable. Un adieu sans drame, mais avec dignité. Certaines civilisations crient en tombant, d'autres s'en vont simplement. La vallée de l'Indus a choisi le silence. Si tu veux continuer à voyager avec moi à travers les histoires que le temps a presque effacées, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Toutes les civilisations ne tombent pas avec fracas. Certaines disparaissent simplement. Et c'est en elles que le temps chuchote le plus fort. Jusqu'au prochain épisode.